Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 20 informations, trucs et astuces que j'aurais bien voulu savoir sur Fusion lorsque je me suis lancé dans le logiciel. Ce qui veut dire que vous êtes sûrement quelqu'un de débutante ou débutant qui vient de se lancer ou qui veut se lancer dans le logiciel. Donc voilà, je vous partage 20 points assez importants à retenir. Restez bien jusqu'au bout parce qu'à la fin, j'ai deux petits bonus à vous rajouter sur plutôt deux conseils relativement importants. Vous avez la ligne de temps avec la table des matières pour chaque élément comme ça à voir. Alors certains sont peut-être super évidents pour vous, peut-être pas forcément. Bref, restez bien jusqu'au bout. Le premier point n'est peut-être pas si évident que ça, c'est quelle version de Fusion 360 je vais devoir prendre. D'ailleurs, vous remarquez, j'ai dit 360, c'est marqué Fusion. Le logiciel s'appelait Fusion 360 avant, maintenant il s'appelle Fusion tout court. Bref, pour vous dire que quand vous arrivez sur le site d'Autodesk, vous avez pas mal de choses, notamment télécharger un essai gratuit. Et oui, il y a une version gratuite de Fusion, mais il y a aussi une version d'essai gratuite qui n'est pas la même chose. Si on descend un petit peu, vous voyez, acheter Autodesk, tout ça, donc on se dit, je vais prendre la version gratuite. En fait, ce n'est pas la version gratuite, c'est la version complète. Vous pouvez essayer pendant 30 jours, et au bout de 30 jours, il faut payer. Mais si on va plus loin dans la page, on descend, on descend, on arrive à un moment, Autodesk Fusion pour une utilisation personnelle. Et là, il y a une petite comparaison entre les deux. Donc, soit vous payez 708 € par an ou la version donc personnelle qui est gratuite pour un usage non commercial. Je vous le précise, moi j'ai deux versions de Fusion. Cette version personnelle pour montrer des choses dans les tutos et j'ai la version payante à côté parce que je fais un usage commercial forcément du logiciel. Mais pour dire que voilà, cette version personnelle, c'est celle-là qu'il faut choisir. Donc là, il faut télécharger Autodesk pour l'usage personnel. Il faudra créer un compte Autodesk, le connecter. Il y a pas mal de petites étapes quand même, mais bon, c'est pas insurmontable. Mais surtout, c'est cette version que vous devez prendre si vous voulez apprendre, on va dire, en tant que maker, créatrice, créateur de contenu 3D avec ce logiciel. Quasiment tous les tutos en ligne, de toute façon, utilisent cette version du logiciel. Donc, vous trompez pas, c'est bien celle-là et pas celle qui se trouve en haut. J'ai mis en description de la vidéo, de toute façon, le lien directement ici. Donc, descendez, hop là, jusqu'à l'utilisation personnelle. Maintenant, attaquons le deuxième point avec un conseil très très important, surtout si vous voulez utiliser Fusion pour faire des modèles 3D, pour de l'impression 3D, de la découpe laser, CNC, etc. Bref, passer d'un monde virtuel à un monde réel. Et bien pour ça, vous allez avoir besoin de deux accessoires mais indispensables. Le premier, c'est le pied à coulisses. Et oui, un pied à coulisses tout à fait classique. Il y en a plein qu'on trouve à pas cher. Mettez un peu plus cher que le moins cher, on va dire. J'ai mis des liens en description justement pour ça. Et aussi un réglé. Alors moi, j'ai un réglé en pouces et en centimètres pour différentes raisons. Voilà, un réglé métallique, c'est quand même pas plus mal. Pourquoi vous avez besoin de ces deux outils de mesure ? Parce que constamment, vous allez devoir, surtout si vous recréez des pièces ou pour justement assembler sur autre chose, vous allez passer votre temps à mesurer des choses. Donc, les distances, bien évidemment, le réglé, c'est ce qui est le mieux. Mais si vous avez notamment des diamètres, des contours comme ça à prendre, avoir un pied à coulisses va être beaucoup plus efficace. Et bien évidemment, moi ici, j'ai un pied à coulisses digital. Franchement, ça marche quand même plutôt bien, des petits piles à mettre dedans. Donc ça, c'est les deux éléments, on va dire, indispensables dans le matériel. Mais il y a un petit troisième qui n'est pas vraiment un accessoire, c'est votre souris. Et oui, ayez absolument une souris 3 boutons pour travailler avec Fusion. Si vous êtes sur un ordinateur portable avec un trackpad, c'est pas impossible, bien évidemment, mais ce sera beaucoup plus confortable de travailler avec une souris 3 boutons avec une molette. Et n'oubliez pas une chose, au cas où vous ne le sauriez pas mal de gens l'ignorent quand même, c'est que votre molette, on peut la monter et la descendre, mais quand vous appuyez dessus, c'est un bouton. Et oui, c'est le troisième bouton de la souris. Et dans Fusion, on va pouvoir l'utiliser en partie pour la navigation 3D. Donc vraiment, ça, c'est le conseil le plus important sur les 3 boutons et les éléments de mesure. Et pour le troisième conseil, il est dans la lignée finalement du point précédent, je parlais de la souris. Et justement, apprenez à naviguer avec la souris. Là, j'ai un objet quelconque, car vous allez passer votre temps à devoir tourner autour des objets, naviguer, vous rapprocher, dézoomer. Donc, vous voyez, la molette permet simplement de zoomer et dézoomer, surtout à la position où se trouve directement votre curseur. Appuyez sur le bouton du milieu permet de se déplacer. Donc, vous voyez, j'appuie sur le bouton du milieu comme ça de la souris, ultra pratique. Et avec majuscule
que le bouton du milieu, on fait directement la rotation. Donc ça, c'est le mode par défaut que vous avez donc dans Fusion. Je vous invite vraiment à apprendre cette navigation 3D, car vous avez des alternatives. Par exemple, utilisez le cube de navigation là-haut pour tourner. Vous avez des outils directement en bas de l'écran, par exemple la main pour se déplacer. Donc vous avez vraiment des alternatives, mais de travailler avec une souris 3 boutons va vous faire gagner énormément de temps et surtout vous aider à plus facilement comprendre ce que vous modélisez. Et justement, dans la lignée des petits trucs, vous avez dans les préférences tout là-haut en haut à droite, préférences ici, et dans la boîte de dialogue qui apparaît tout en bas, vous avez ici raccourci des commandes panoramique, zoom, orbite. Par défaut, vous êtes en mode fusion. Et bien là, sur mon compte, je suis en mode Tinkercad. Je vous invite éventuellement à l'essayer. Là, ce mode de navigation fait que on peut utiliser le clic droit pour tourner autour de la scène et pas forcément que le bouton du milieu et la touche majuscule. Surtout pour les gens qui font déjà de la 3D avec d'autres logiciels, c'est quand même plus pratique comme mode. Petite subtilité, quand vous faites le clic droit à garder, quand vous changez le mode, vous avez un menu ici qui apparaît. Et ben en fait, quand vous êtes dans le mode de navigation standard de Fusion, vous avez ce menu un peu différent qui apparaît. Pour le faire apparaître, si vous passez en mode Tinkercad, il faut appuyer sur majuscule. Et oui, pour la navigation, majuscule, clic droit et le petit menu va apparaître. Donc ça, à vous de voir, à essayer ce que vous préférez. Personnellement, j'aime bien le mode Tinkercad, mais il faut juste se rappeler que pour ce menu contextuel que vous pouvez voir à droite, à gauche dans des tutos, il faudra appuyer sur majuscule et clic droit pour le faire apparaître. Sinon, vous avez un menu légèrement différent à ce moment-là en clic droit. Pour le conseil suivant, il est aussi assez important, c'est l'enregistrement. Et c'est vrai que Fusion marche autrement que les logiciels classiques, car par défaut, il va enregistrer dans le cloud vos fichiers. C'est-à-dire que vous avez sur le côté ici le panneau de données avec le fichier qui est ouvert, vous voyez ici, avec pas mal de fichiers qui sont des conceptions différentes. Dans mon dossier qui s'appelle divers, je peux revenir en arrière, j'ai d'autres éléments, par exemple, si je vais ici assemblage, et là j'ai pas mal de fichiers qui sont propres aux assemblages dans Fusion, voir un peu les joints et ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à organiser et surtout de créer ce qu'on appelle des projets. C'est une espèce de dossier principal dans lequel vous allez pouvoir mettre vos différentes conceptions pour les réutiliser comme ça par la suite. L'autre intérêt, et je reviens justement où j'étais dans mon dossier divers, qui est un peu mon fourre-tout, vous voyez ici j'ai mon pot circulaire, et ben si on regarde bien, il était enregistré dedans. J'ai ici un petit V3 qui apparaît. Alors, je précise, en fonction de la version de Fusion que vous allez avoir, votre mise à jour et tout, vous aurez peut-être pas forcément V3, mais un petit icône pour ouvrir les versions. Je clique dessus, vous remarquez, cette boîte de dialogue apparaît. Vous, c'est possible qu'elle apparaisse en plein milieu de l'écran. Mais pour vous dire que là, je me retrouve avec 3 versions de mon fichier. Une première créée avec, a priori, rien vraiment dedans. Les 2 versions ici et là, avec donc quelques jours d'intervalle. Ce qui veut dire que vous pouvez aussi, en cliquant sur les petits points, cliquez là et dire « Je voudrais ouvrir cette version qui a été enregistrée dans le passé ». Donc c'est vraiment ça l'intérêt du cloud. Et l'autre intérêt, c'est aussi de pouvoir importer dans des conceptions, vos créations, d'autres éléments dans le cloud, juste les lier, ce qui permet de travailler plus efficacement et de ne pas surcharger votre conception. Bref, il y a plein d'avantages. Donc quand vous êtes débutant, moi, le premier conseil que je vous invite à suivre, c'est de créer vos dossiers par rapport à vos projets et donc rentrer dedans, tout simplement. Voilà. Et ensuite, dès que vous commencez une conception, ayez le réflexe tout de suite de l'enregistrer. Vous avez le petit icône de disquette ici. Alors là, je l'ai enregistré, il n'y a rien de nouveau, mais vous enregistrez. Il va vous proposer de l'enregistrer directement dans le dossier dans lequel vous êtes et vous êtes tranquille. Pourquoi c'est important? Parce que Fusion, automatiquement, toutes les 5 minutes, va faire une sauvegarde automatique de votre projet. Ce qui veut dire qu'en cas de crash ou, je ne sais pas, moi, l'ordinateur plante ou n'importe quelle chose, vous aurez toujours récupéré votre fichier. Alors que si vous ne l'enregistrez pas et vous faites que de l'exportation, vous allez perdre cette capacité. Donc, premier réflexe, je commence un projet, je l'enregistre directement et déjà, j'ai ça, on va dire, un stress de moins. Ce qui n'empêche que régulièrement, vous pouvez cliquer sur la petite disquette pour enregistrer, on va dire, l'évolution de votre projet. Bref, ça, c'était le point important. Mais si vraiment vous voulez exporter votre fichier pour l'enregistrer sur le disque dur de votre ordinateur, pour des raisons de sauvegarde, ou alors partager votre fichier avec des amis ou la communauté, vous avez dans le menu ici, fichier, vous avez exporté et là, vous avez une boîte de dialogue qui est la même que pour enregistrer, on va dire, la première fois votre document. Vous mettez le nom,
Le format, c'est le fichier d'archives Autodesk Fusion. Votre emplacement, vous exportez et après, il n'y a plus de problème pour le partager. Pour le 5e point, c'est histoire de vous rassurer sur justement l'enregistrement. C'est indiqué quand vous prenez la version donc personnelle de Fusion, vous pouvez avoir que 10 documents maximum. Et là, il y a eu il y a des mythes, etc., des légendes urbaines, on est bridé, etc. Non, 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 non. Vous ne pouvez pas avoir plus de 10 documents, on va dire, accessibles en simultané. Mais à n'importe quel moment, vous avez moyen d'archiver un de vos documents, de vos projets, et le désarchiver quand vous voulez. Donc ce n'est pas un problème, on va dire, pour un usage standard, mais on ne peut pas avoir plus de 10 en même temps. Le vrai frein va être pour les professionnels qui ont plein de conceptions, qui ont des fichiers externes, qui vont intégrer dedans. Là, tout de suite, 10, c'est un vrai problème. Mais quand on a un usage personnel, c'est pas pour du business, c'est pas un frein. Et donc, pour vous montrer, toujours dans mon dossier divers, vous avez ici le pot circulaire avec le petit icône ici, en bleu. Et si je clique dessus, il vous dit c'est modifiable. Et en dessous, c'est lecture seule. Ce qui veut dire qu'on peut choisir à n'importe quel moment le document. S'il est modifiable, ça fait partie de cette liste des 10 documents. Mais si je le passe en lecture seule, je vais récupérer finalement un emplacement pour ouvrir un nouveau document. Si vous regardez en haut de mon écran ici, j'en ai 7 sur 10 sur les documents. Vous voyez, c'est la capacité, ce qui est indiqué. Et là, j'en ai plusieurs ouverts et dans d'autres dossiers. Regardez le pot circulaire. Si vous constatez, il était ouvert à quelques instants, je l'ai fermé. Je peux cliquer ici, je l'ai passé en lecture seule, et regardez bien le compteur là-haut. Je passe donc lecture seule, il me dit voilà, vous êtes sûr, etc. No stress. Je passe en lecture seule. Il y a un petit changement, et voyez, je suis passé à 6 sur 10. Donc maintenant, j'ai 6 documents de disponibles sur 10. Et vous voyez, le pot circulaire est passé en archive. Ce qui veut dire que je peux l'ouvrir, je double-clique dessus, il va m'ouvrir directement un document, et là il vous dit en haut, attention, il est en lecture seule. Donc je peux le voir, je peux le consulter, c'est pas un problème, mais je vais pas pouvoir travailler dessus. Si je veux le modifier, il faut le rendre modifiable. Et donc je peux soit cliquer sur le petit icône ici et le rendre modifiable, ou là-haut ici, le rendre modifiable aussi. Je clique dessus, il est devenu modifiable, l'icône est revenue comme avant, et vous allez voir, je suis ici revenu à 7 documents sur 10. Donc, aucun problème là-dessus, vous avez 10 documents maximum et on peut à tout moment, comme ça, les rendre disponibles, pas disponibles. Là, je peux très bien dire, hop, je referme celui-là, le pot circulaire, je le rends en lecture seule, bien sûr, j'accepte. La boîte truc ici, pareil, je fais la même chose, lecture seule, je valide. Les étagères ici, la même chose, lecture seule, je valide. Je vais laisser dans ce dossier, on va dire, l'équerre. Et là, maintenant, je me retrouve avec que 4 documents d'utiliser sur les 10 disponibles, donc je peux avoir 6 autres documents que je peux ouvrir en simultané. Donc vous voyez, c'est rapide, c'est pas compliqué, c'est juste contraignant pour les très très gros projets, mais en général, on a la version commerciale de Fusion à ce moment-là. Pour le 6e conseil, alors ça va plutôt concerner les personnes qui ont déjà fait de la 3D ailleurs, typiquement Polygonal, du Blender, du Maya, d'autres logiciels, ou alors qui découvrent complètement ce monde-là. C'est-à-dire qu'il va falloir, dès le début, travailler avec les bonnes dimensions. Fusion, il n'aime pas trop, par défaut, on va dire, lorsqu'on s'amuse à changer les échelles. Parce que souvent, on commence dans ce monde-là, on veut faire des choses visuelles, comme cette espèce de pot à crayon, des petits designs comme ça et tout. Sauf que si vous faites pas attention à la taille, d'où ma remarque précédente d'avoir le pied à coulisses et notamment le régler, pour avoir des bonnes dimensions, c'est vraiment important de se dire, tiens, je vais faire un truc comme ça, quelle taille ça fait et tout. D'ailleurs, de vous baser sur des objets déjà existants pour les mesurer, avoir une idée un petit peu de la taille que ça fait. Parce que quand vous allez vouloir modifier des valeurs dans Fusion, si c'est mal fait depuis le début, ça peut partir en vrille totale. Ce qui veut dire que là, sur cette espèce de pot à crayon hexagonal, si je regarde juste le premier tracé de base, et il n'est pas parfait avec tout ça, mais déjà, je sais que j'ai défini une largeur, donc de mon hexagone, de 110 mm, 11 cm de largeur. Vous voyez, j'ai le pot à côté de moi, j'ai beau avoir fait des mesures, en fait c'est un peu grand comme un pot à crayon, mais pour dire que voilà, c'est vraiment important dès le début, dès les premiers tracés, de vous baser sur des valeurs réelles. L'autre intérêt, vous voyez ici j'ai une boîte ici à truc, qui est une petite taille comme ça. Si je réédite en double-cliquant la première esquisse, vous voyez j'ai mis des valeurs, elles sont basiques, c'est pareil. La boîte elle fait 10 cm par 8 de profondeur. Si je veux qu'elle fasse 200, donc 20 cm, je rentre 200, ça met à jour automatiquement. J'ai bien pensé à mon dessin, j'en parlerai dans quelques instants. Ici les bonnes valeurs, j'appuie sur Entrée,
mes valeurs ont changé, ma boîte s'est mise à jour, j'ai pas de souci. Mais dès le début, j'ai pris en compte au moins les tailles, on va dire, minimum fondamentales de votre objet. Donc vraiment, gardez ça en tête. Pour le point suivant, un petit peu dans la lignée, je vais parler des esquisses. Donc ces dessins qu'on va utiliser pour faire de la forme 3D par la suite, ce qu'on voyait il y a quelques instants. Alors, c'est vraiment quelque chose de fondamental dans Fusion, mais on fait très souvent des erreurs, surtout quand on est débutant. Moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs pour commencer, parce que je suis habitué à dessiner avec Illustrator ou ce genre de choses. Par exemple, je veux faire un rectangle, je prends l'outil à rectangle, je le descends ici, à vue de nez, je regarde 91, c'est bien, là 67, c'est bien, et puis, je sais pas, je vais faire un autre rectangle à l'intérieur pour faire une espèce d'épaisseur. On va travailler comme ça visuellement. Donc, on peut le faire, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas la meilleure méthode. Surtout, le premier point que moi je vous conseille, donc c'est le but vraiment de ce point ici, c'est au niveau de ces tracés, déjà de vous accrocher à un point fixe dans l'univers. Et ce point fixe, il existe dans toutes les conceptions dès le point de départ, c'est le centre de l'univers, le 0, 0, qui se trouve ici. Vous allez voir, quand on va créer quelque chose, il y a un point d'accroche. Je recommence mon rectangle ici, je le trace comme ça là, je valide ma création. Et là, si je double-clique sur le contour, vous avez vu, petit truc en plus, ça permet de sélectionner toute la continuité, eh ben, je peux le déplacer. Si je clique sur un coin comme ça ici, enfin un coin, une arête, je peux directement changer la taille. Mais il se déplace. Et le risque, c'est qu'en fonction des opérations qu'on va mettre à jour, en modifiant des valeurs quelque part, ce tracé-là, il a aucune contrainte. Donc ça, c'est pas bon du tout. Donc le premier truc à faire, ça va être déjà de commencer à vous accrocher par exemple sur le premier point. Vous voyez ici, hop là, j'ai un petit carré qui apparaît sur le centre de l'univers. Et maintenant, quand je le déplace pour aller ici, je m'accroche sur la grille, vous voyez, 75%, je clique. Et déjà là, on va reparler par la suite, j'ai des petits tracés bleus et noirs. Maintenant, si je double-clique comme tout à l'heure, j'essaie de le déplacer, il se passe rien. Et oui, le coin qui se trouve ici, il l'a accroché. Il a fait ce qu'on appelle une contrainte de coïncidence directement au centre de l'univers. Donc déjà, rien que ça, il est verrouillé. Donc premier réflexe, essayez de vous accrocher comme ça quelque part dès le point, donc vraiment début de votre création. Si par exemple je prends le rectangle, cette fois-ci je vais le prendre par le centre, je définis le centre à cet endroit-là, quelle que soit, on va dire, ma valeur. Mais là, c'est pareil. Le centre en lui-même, il est bloqué. Donc là, je peux changer, par exemple, la taille, mais vous voyez, tout sera directement basé sur le centre de mon univers. Et c'est pareil pour d'autres types de créations. Là, j'annule, je prends le cercle, je vais toujours le créer comme ça, vraiment au niveau du centre. Donc vraiment, accrochez-vous à ce point de départ de l'univers, c'est vraiment super important et croyez-moi, sur le long terme, vous allez vraiment me remercier de ce petit truc, peut-être évident pour certaines personnes, mais pas pour d'autres. Pour le point suivant, on reste dans la continuité avec ces esquisses et tout, j'ai parlé justement un petit peu des contraintes. Ce qui arrive souvent quand on est débutant, c'est qu'on a fait par exemple un tracé, puis je dis « Ah, il n'est pas la bonne position, je voudrais le déplacer ». Je prends sur le point au milieu, hop, je le mets à un autre endroit. Au doigt mouillé, peu importe, mais je le déplace. Voire on s'accroche sur la grille. Et puis je vais changer un peu la valeur, je vais la mettre comme ça ici, ça me semble bien. Et puis finalement, ce cercle que j'ai mis sur un coin, je voudrais peut-être finalement le mettre plutôt au milieu. Là, je vais prendre le coin, et puis, qu'est-ce qui se passe? J'ai mon rectangle qui se bouge, mais j'arrive pas à déplacer mon cercle. Ou alors, je peux cliquer ici, je peux changer le rayon, mais je peux pas, entre guillemets, désolidariser directement mon cercle. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez créer des tracés dans Fusion, dès que vous allez dans des points caractéristiques, par exemple sur un coin, le long d'une ligne, sur un centre, Fusion va automatiquement rajouter ce que vous voyez là-haut, ce qu'on appelle des contraintes. Là, typiquement, il m'a rajouté, vous voyez ces petits icônes qui sont ici, pour dire là, au niveau des points, il y a une contrainte de coïncidence. On va dire, entre guillemets, c'est au contact. Si je veux pouvoir déconnecter ça, il va falloir que je supprime ces contraintes. Et là, vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai déconnecté mon tracé. Là, c'est le cercle que je voudrais. J'en ai encore une. Voilà. Je fais celui-là. Ah, c'est bon. Mais pour dire que on peut, comme ça, dans Fusion, vous voyez, directement déconnecter des choses. Vous voyez mon tracé ici. Vous voyez, quand je le remets directement, là, j'essaie de le déplacer, je le mets là, il y a un petit carré qui apparaît, il m'a rajouté automatiquement, comme ça, une contrainte de coïncidence. Là, mon cercle, il est connecté à plus rien, il n'y a pas de souci. Mais si je décide de le mettre, par exemple, hop là, en contact de ligne, regardez, il y a une petite croix qui apparaît ici, voilà. Regardez maintenant, il m'a rajouté automatiquement une contrainte. Maintenant, mon cercle, vous voyez, je peux le déplacer le long de la ligne, mais la ligne en elle-même, elle se balade aussi. Si je veux enlever cette contrainte pour redéplacer mon cercle, je clique dessus, je supprime, et là,
je peux l'enlever. Donc vous voyez, c'est un point super important. Et vous remarquez dans la continuité, mon rectangle, c'est pas un rectangle en vrai. Regardez, j'enlève la contrainte, vous l'avez vu tout à l'heure. Maintenant, je peux déplacer directement ma ligne. Et oui, un rectangle, c'est quoi? C'est juste 4 segments connectés par des contraintes. Voilà. Donc, en fait, Fusion n'est composé que principalement de segments, d'arcs de cercle et éventuellement des courbes de Bézier. Mais mis à part ça, c'est juste des éléments connectés ensemble, tout simplement. Allez, pour ce point suivant, on reste dans la même lignée, c'est justement ces contraintes. Alors, c'est vraiment pas évident, je vous rassure quand même sur ce point. Lorsque vous vous lancez, il y a des moments un peu de mal à comprendre et tout. Il y a plein de tutos sur Internet, mais vraiment, apprenez justement ces contraintes, essayez de voir un peu comment ça marche au fur et à mesure, mais c'est contraignant à utiliser, je viens de vous dire, mais c'est ultra puissant et d'avoir des tracés entièrement contraints permet d'avoir une modification de vos projets, vos modèles beaucoup plus facile au fur et à mesure. Alors, sans rentrer dedans dans les détails, vous l'avez vu là tout à l'heure, mes lignes, je les ai un peu déplacées, mes cercles dessus, veut dire cette ligne-là, je voudrais, vous voyez là ici, elle est libre, j'ai aucune contrainte, mis à part la connexion qui se trouve ici, mais voilà, je peux la modifier, je peux lui dire, ici, je la sélectionne, et là, vous avez donc différentes contraintes. On va pas toutes les faire, mais pour dire que, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est la horizontale verticale. Si je clique dessus, la ligne sélectionnée, il va me la mettre la plus proche, soit de l'horizontalité, ou la verticalité en fonction de la position où elle est. Donc là, on est plus proche de l'horizontale, je clique dessus, et hop là, il m'a mis directement une contrainte d'horizontalité. Si maintenant, je veux déplacer ce point-là, quoi que je fasse, ma ligne sera toujours horizontale. Et d'ailleurs, la ligne qui se trouve ici, si j'essaie de la déplacer, vous voyez, c'est le même problème. Là, ici, elle est libre. Mais regardez bien un petit peu, je me rapproche de l'horizontale. Regardez le petit icône bleu qui apparaît en dessous de ma souris ici, pour dire là, si je lâche, automatiquement, ça va me mettre une contrainte d'horizontalité. Alors, je vais pas le faire. Là, je la laisse librement. Je peux prendre aussi dans le sens contraire. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai pris ici mon tracé. J'ai cliqué sur l'icône. On peut aussi cliquer sur l'icône. Et vous voyez mon petit curseur, j'ai un petit icône donc correspondant à cette contrainte ici de verticalité. Je vais sur la ligne. Et là, automatiquement, il me l'a mise verticale avec la contrainte. Autre exemple que l'on pourrait avoir, les deux cercles, j'aimerais bien qu'ils fassent plus ou moins la même taille. J'en prends un premier, majuscule pour prendre un deuxième, et là, vous avez la contrainte d'égalité. Je clique, et vous voyez, le deuxième a pris la valeur du premier cercle. Et il y a le petit égal qui apparaît pour dire ces deux cercles, quoi que je fasse avec, ils auront toujours la même taille, il y aura une égalité. Et vous remarquez, j'ai pris un ordre. J'ai pris le premier d'abord, le plus grand, c'est le point de départ, et le deuxième, c'est le point d'arrivée. Attention toutefois, des petites subtilités. Souvent, c'est l'élément qui a le plus de contraintes dans Fusion qui est prioritaire par ceux qui ont le moins de contraintes. Donc des fois, on s'y prend un petit peu, on va dire, c'est pas dans le bon sens, c'est pas grave. Vous annulez et vous recommencez en démarrant sur un autre élément sélectionné pour appliquer la contrainte. Je reviens juste sur ce égal, vous voyez ici, je modifie la valeur de 1, l'autre va se modifier directement. Bref, gardez ça en tête. Là, c'est pas un cours sur les contraintes, mais c'est vraiment un truc à apprendre, à essayer de maîtriser le plus vite possible. Croyez-moi, ça va vraiment vous rendre service, même si des fois, vous allez un peu galérer. Je ne vous le cache pas. Pour le 10e point, je l'ai déjà mentionné à droite à gauche dans les points précédents, mais ayez toujours au maximum des contraintes, des cotes, des valeurs pour avoir votre esquisse justement contrainte à 100%. Pour savoir si c'est le cas ou pas, il y a juste un moyen très rapide dans le navigateur sur le côté. Si vous regardez vos esquisses ici, j'en ai qu'une seule dans le document ici, qui s'appelle base, et vous remarquez, il y a un petit cadenas sur le côté. Alors des fois, les gens se trompent, disent le cadenas, je vais pas pouvoir éditer, c'est verrouillé. Alors en fait, non. Vous pouvez éditer tant que vous voulez, mais la façon dont vos tracés sont faits, eux, en fait, sont entièrement contraints avec que des valeurs, ce qui veut dire que si vous décidez de cliquer sur quelque chose et essayer de le déplacer librement, vous ne pourrez rien faire. Par contre, si vous décidez de changer des valeurs numériques, là, tout va se mettre à jour. L'exemple de ce petit modèle, d'ailleurs je quitte ici l'esquisse, c'est une forme tout à fait basique, c'est vraiment pour un exercice, mais pour vous dire que si je l'édite, là j'ai des valeurs par exemple 120, si je décide de changer cette valeur numériquement, je la passe par exemple à 200, donc ça va automatiquement, quand je vais valider, agrandir le modèle, et bien surtout du fait que tout est entièrement contraint, côté vraiment on va dire bien défini,
eh ben, tout va se mettre à jour automatiquement. Vous regardez que la taille a changé, mais les petits cercles que j'avais ici, du fait qu'ils ont été contraints par rapport au milieu du segment et ce genre de choses, eh ben, on voit qu'ils suivent automatiquement. Et si je décide de changer le diamètre de ce petit cercle-là, dire c'est pas 20, mais par exemple, on va doubler en taille, c'est 40, j'appuie sur 40, automatiquement tout s'est mis à jour, y compris le petit décalage ici. Si je modifie cette valeur pour dire je reviens, je sais pas moi, à 140, vous voyez que les valeurs ont changé comme ça dynamiquement. Et si je termine mon esquisse, mon modèle 3D a été mis à jour directement sans aucun problème. Donc ça, c'est vraiment le point un des plus importants sur les esquisses, c'est que si vous comptez modifier les valeurs de votre modèle pour itérer, affiner le design, essayez le maximum possible que ça soit contraint à 100% et d'avoir ce petit cadenas au niveau de votre esquisse. Pour le 11e point, on reste dans les esquisses et c'est quelque chose que j'ai vraiment ignoré, négligé au début de mes créations dans Fusion. C'est le fait que l'on peut rentrer des opérations mathématiques, récupérer des variables et tout au sein de tout ce qui concerne les valeurs dans Fusion. Là, je suis dans une esquisse, mais ça s'applique aussi à des extrusions, des valeurs, etc. Bref, dès qu'il y a une valeur, on va pouvoir les bidouiller, si on peut dire. Regardez ici, sur le côté, j'ai quoi? J'ai deux cercles ici, un grand cercle et un petit cercle. Le grand a un diamètre de 30 mm et le petit a 15 mm. Regardez, je tape le grand, 30 mm, je peux rentrer la valeur si je veux, etc. 15, c'est pareil. Mais si on réfléchit bien, 15, c'est la moitié de 30. Eh ben, je pourrais très bien dire ici, ce que je veux, c'est 30 divisé par 2. J'appuie sur Entrée. J'ai 15 mm. Donc, vous voyez, le coup de mathématiques va marcher. Donc, les opérations classiques, addition, soustraction, multiplication, division et tout, ça marche très bien. Attention, alors c'est les règles mathématiques classiques, mettre des parenthèses si c'est nécessaire, mais c'est relativement cool. Petit problème, c'est là, j'aimerais bien que mon cercle intérieur soit la moitié du grand cercle. Toujours la moitié. Oui, mais si je change ma valeur 30, c'est pas 30, par exemple, je sais pas moi, c'est 40, automatiquement, mon cercle interne reste à 15. J'ai peut-être vu un petit peu aussi, quand on survole une valeur, il y a cette petite infobulle D44. Et donc, c'est une valeur numérique pour dire D44, c'est égal à 40. Cette valeur, D44, on lui a donc rentré une valeur numérique. Si je vais ici, et je dis pas c'est 30 machin et tout, je vais taper D44, et je vais la diviser par 2. Automatiquement, ça fait 20. Et là, si je reviens à ma valeur initiale, 30, automatiquement, on est repassé à 15. Donc, trouver quelles sont les variables, leurs chiffres et tout, et les réutiliser, c'est quand même ultra pratique. Et d'ailleurs, petit truc à savoir, tant qu'on est dans ces trucs et astuces, je reviens à 30 et je dois faire l'opération mathématique. Si je veux récupérer la valeur ici, vous voyez, là, je suis dans l'édition de cette valeur. Si je clique dessus, ça m'a récupéré la valeur numérique qui correspond à la variable. Donc, D44, je fais diviser par 2. Et là, je reviens à la bonne valeur. Donc ça, c'est le point qui est très important. Et pour vous aider dans ces valeurs numériques, vous avez dans Modifier, ici, modifier les paramètres. Et on le retrouve aussi pour les objets 3D. Cette espèce de dialogue, je ne vais pas rentrer dedans dans cette vidéo-là, c'est pas le but, mais vous avez moyen de créer des valeurs numériques personnelles avec des noms, des expressions, des unités et les réutiliser. Regardez, là, je vais enlever mes deux cercles et hop, oui, je veux supprimer. Si je regarde ici, c'est ce petit rectangle, j'ai unité fois x. Si je reviens dans ma modification ici de paramètres, unité, ça fait 8 mm. Donc voilà, là comme ça, j'ai 8 mm multiplié par x. X, c'est quoi? Je reviens dans ma boîte de dialogue. Ici, x, c'est égal à 4. Ce qui veut dire qu'à n'importe quel moment, dans mon petit tableau que je viens de fermer à l'instant, je peux changer la valeur, ça se met à jour. Je termine l'esquisse. Voilà, ici, j'ai simplement une brique de Lego paramétrique. Si je raffiche cette boîte de dialogue, on retrouve, vous voyez ici, aussi dans Modifier, je suis plus dans le mode esquisse, mais en mode 3D. J'ai tous les paramètres. Là, je vais changer la taille très légèrement pour qu'on la voit ici. Je vais dire en X, j'en voudrais pas 4, comme ça ici, et en profondeur, pas 2, mais par exemple, 6. J'appuie sur Entrée, hop là, ça s'est mis à jour. 3 en largeur. Et puis, sur la hauteur, les petites briques, j'en voudrais pas une, j'en voudrais 3. Et là, j'ai fait une pièce de Lego
totalement différentes. Tout ça parce que j'ai mis quelques paramètres, j'ai fait appel à ces fonctions et un peu de mathématiques. Alors, la brique de Lego paramétrique, c'est un exercice qui est ultra classique, mais ça permet de vraiment comprendre ces valeurs, faire un peu de maths. Donc là, sans forcément aller aussi loin que ça, gardez en tête que c'est amené à, on va dire, itérer, faire des recherches de design et changer des valeurs. Ça vaut le coup d'utiliser cette boîte de dialogue, créer vos valeurs et les utiliser directement dans chaque endroit où il y a besoin de rentrer une valeur, une extrusion, une copie multiple, vos esquisses, etc., etc. Pour le 12e truc astuce, j'aurais bien voulu savoir beaucoup plus tôt, c'est le dernier justement sur les esquisses. Là, je suis en mode 3D et tout. On l'a vu tout à l'heure, donc dans un point précédent, je voudrais changer les valeurs et tout. Et à chaque fois, on est obligé de retourner dans l'esquisse, modifier les valeurs, faire des allers-retours et tout. Ce qui est un petit peu embêtant, mais en fait, vous avez moyen, lorsque vous allez dans le navigateur, l'esquisse ici qui est cachée, je la réaffiche, mais surtout, vous faites clic droit dessus et vous descendez un petit peu. Et ici, vous avez affiché la cote. Et bien là, directement, vous avez les informations d'esquisse qui apparaissent directement dans l'espace, on va dire, 3D. Et là, si je décide de modifier la valeur, c'est pas 120, mais c'est 150, automatiquement, ma valeur va changer. Et vous voyez, dynamiquement, je peux, comme ça, changer l'ensemble à la volée. C'est un petit truc, mais quand vous êtes amené justement à changer différentes valeurs assez régulièrement, c'est important. Et surtout, ça vous prouve que d'avoir préparé vos esquisses, d'avoir appliqué vos contraintes, d'avoir rentré des valeurs, voire des variables, voire des opérations mathématiques, permet de changer justement les tailles très très rapidement. Allez, on fait un petit break dans cette série de trucs, astuces et informations diverses. J'aurais bien voulu savoir quand j'ai commencé Fusion, pour vous indiquer que je suis en train de travailler sur une grosse formation dédiée au logiciel, à destination plutôt, on va dire, des créatives et créatives, des makers, des personnes qui veulent apprendre le logiciel et être autonomes pour créer des objets, on va dire, du quotidien, de la déco et tout, pour de l'impression 3D, de la découpe laser, voire de la CNC. Le but étant de vous rendre vraiment autonome sur le logiciel, que vous soyez capable de vous y retrouver, de faire vos objets. Peut-être qu'il y a quelques moments, vous aurez quelques difficultés, mais et ça, c'est le point le plus important pour moi. Je veux vous faire apprendre la philosophie du logiciel de façon à ce que quand vous tombez sur un outil qui n'aura pas été vu dans la formation, vous puissiez comprendre très facilement ou suivre de façon très aisée d'autres tutos, autour de la formation. Bref, pas mal de choses que je vous prépare, quand même plusieurs dizaines d'heures de formation. Si ça vous intéresse, suivez-moi sur la chaîne YouTube, bien évidemment, abonnez-vous à la chaîne. Vous avez les réseaux sociaux, bref, de quoi me suivre. Et vous avez aussi la possibilité de vous abonner à la newsletter, comme ça vous serez notifié au moment de la sortie pour savoir effectivement quand vous allez pouvoir vous plonger dans l'apprentissage complet de Fusion 360. Allez, on continue et pour ce 13e point, un raccourci clavier ultra pratique, il faut en abuser, c'est la touche S. Et vous pouvez l'appeler à n'importe quel moment, j'appuie sur S, ce petit menu apparaît, conception de raccourci, et vous allez pouvoir commencer à taper le début des outils que vous cherchez, on va dire, à avoir. Par exemple, je sais pas, le chanfrein, je commence à taper CH, et vous voyez, il vous liste toutes les fonctions qui incluent CH et le chanfrein apparaît ici. Je clique dessus, ça m'a lancé directement l'outil chanfrein. Donc ça veut dire que si vous avez une touche à retenir, elle est quand même ultra pratique. Là, je vais annuler, je sais pas moi, le chanfrein, je vais faire une extrusion, j'appuie sur S sur mon clavier. Alors, je l'ai déjà ici. Ah oui, c'est quand même quelques petits, on va dire, outils les plus fréquents qui apparaissent directement sous la souris. Alors, je ne sais pas, peut-être je voudrais mettre le filetage. Je prends un exemple. J'appuie sur F pour taper filetage. Et vous avez vu, il y a pas mal donc d'autres outils qui apparaissent. Bon, ça tombe bien, filetage, c'est le premier. Et vous remarquez la petite flèche ici. Si vous cliquez dessus, hop là, le filetage est réapparu directement sur la bande supérieure. Donc, cette boîte de dialogue est vraiment, vraiment utile. Attention toutefois à certaines fonctions. Par exemple, je vais taper pour E comme extrusion. Et là, extrusion, donc ça s'appelle EX directement, donc j'ai que un seul choix, extrusion, sauf qu'elle apparaît dans deux couleurs différentes. Et ça, c'est aussi l'erreur qui peut vous arriver, c'est que souvent, lorsqu'on commence dans Fusion, on est habitué à travailler dans le mode solide, c'est ce que l'on a directement là-haut, en haut de l'écran, sauf que l'extrusion, elle est aussi disponible dans le mode de travail en surfacique.
et c'est la couleur orange. Si je clique là-haut sur surfacique, vous voyez mes petits onglets, les icônes ont changé. Ce sont les outils de surface. Le mode de fonctionnement, on reste une extrusion, mais ça marche pas pareil. Donc attention, c'est un petit peu le côté traître de cet outil-là. Si vous appuyez directement sur la touche S, et je tapais sur E là directement, je fais SE sur le clavier, vous avez des fois des couleurs différentes, donc attention à ça. Et c'est un outil qui est génial pour découvrir des fois des outils. Vous tapez des lettres et vous découvrez d'autres outils en dessous, je dis tiens, c'est quoi? Donc ayez la curiosité. Mais ça, j'en parlerai un peu plus tard. Et tant que je suis dans ces petits raccourcis, un autre élément aussi indispensable, c'est le clic droit. Et regardez, qu'on appuie donc sur le clic droit ici, vous avez ce petit menu là-haut, je ne vais pas en parler ici, mais en dessous, vous avez donc tous les éléments, OK, annuler, le zoom, tout ça. Ce petit menu est contextuel. Regardez, maintenant, je fais un clic droit, j'ai ma face qui est sélectionnée ici, je fais clic droit, eh ben, le contenu a changé. Et il me propose directement les actions les plus classiques sur l'espèce de plan. Ici, c'est en fait, je suis sur mon esquisse, tout simplement. Il me propose de faire une extrusion, voire faire un plan de décalage, ou alors modifier l'esquisse. Ce qui veut dire qu'en fonction des actions que vous allez avoir, vous voyez ici, là, j'ai une coque, par exemple, qui me proposait en plus. Quand vous ne savez pas trop, cliquez et regardez ce que le clic droit vous propose, ça peut pas mal vous aider. Donc vous lancez avec S pour aller plus vite, mais aussi ce menu contextuel avec le clic droit permet justement de vous aider à mieux travailler. Alors pour ce point-là, c'est un problème que j'ai eu au début, je comprenais pas trop, par exemple quand je faisais une extrusion, opération très très classique dans Fusion, quand je modifiais ma valeur ici, vous voyez, j'avançais de 5 en 5, c'est-à-dire que si vous voulez une valeur un peu plus précise, par exemple le déplacer à 42, j'étais obligé de taper les valeurs. C'est pas très grave, mais des fois on comprend pas trop pourquoi il y a cette espèce de crantation qui apparaît, et surtout c'est que en fonction du point de vue, des fois on va monter et descendre, et là on avance de millimètre en millimètre. Il y a peut-être un rapport, regardez, quand je zoome et je dézoome, regardez la grille ici, hop, elle change d'indexation, si on peut dire. Et là, certaines opérations, comme ici l'extrusion, va se baser sur l'indexation visible de la grille. Si maintenant je recule, regardez ici, hop là, mes crans ont sauté, et maintenant je suis de 5 en 5. Si vraiment vous voulez vous déplacer librement pour les valeurs d'extrusion, vous devez aller tout en bas ici, dans les paramètres de grille et d'accroche, et là vous avez le déplacement incrémentiel. Vous le décochez, et à partir de là, vous allez pouvoir vous déplacer de façon totalement libre sur les valeurs. Attention toutefois à faire des clics rapides et puis laisser une valeur un peu au pif, 39,609, ça peut vous poser problème sur la suite. Donc en fonction de vos besoins, pensez à l'activer ou désactiver. Maintenant, pour le 15e point, c'est pareil, il est assez important, pas toujours évident à comprendre au début, c'est ce que vous avez en bas. Ici, c'est, on va dire, la ligne de temps, l'historique de votre construction. Et ça, cet outil-là, on voit toutes les étapes sont faites au fur et à mesure, c'est assez cool, mais il y a des subtilités. Alors, il faudrait faire un cours à part entière, donc je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails, mais il faut savoir que vous devez l'utiliser et en abuser. En quelques mots, vous allez pouvoir revenir à des étapes données, par exemple dire, je reviens juste ici sur la forme de base qui est manquante, j'ai la partie qui est ouverte, c'est très très bien. Je peux aller revenir dans le temps pour dire, tiens, je suis allé jusqu'ici, j'ai une partie de la base qui a été faite, et avec sur le côté 2 corps, donc listés. Bref, vous avez pas mal de choses à faire. Mais vous pouvez aussi savoir que lorsque vous travaillez sur cette ligne de temps, regardez, l'étape suivante, c'est une extrusion qui est faite au niveau de la découpe en dessous. Regardez, je reviens en arrière, ici, hop là, avant et après. Mais rien ne m'empêche de me dire, tiens, je voudrais venir ici et puis insérer une opération. C'est-à-dire que là, exemple, je vais prendre ici pour moi le chanfrein et je vais mettre un chanfrein sur la base. Par exemple, je fais OK. Vous voyez, le chanfrein a été inséré. Et si je reviens directement à la fin de mon modèle, toutes mes opérations qui suivent ont été rajoutées et ça a très très bien marché. Donc c'est vraiment génial l'historique pour revenir comme ça à certains moments ou alors changer des valeurs. Je pourrais très bien revenir sur mon cercle d'origine ici et puis changer le diamètre de mon objet pour tout remettre à jour au fur et à mesure. Il y a vraiment plein de possibilités comme ça. Mais il y a aussi des risques. Je prends toujours l'analogie avec Retour vers le futur. Le film, si vous l'avez pas vu, regardez-le, franchement, ça vaut le coup. Mais c'est vrai que si vous avez dans le passé modifié des choses, vous avez des étapes supérieures, suivantes qui ont été rajoutées. Et si ces opérations précédentes peuvent impacter les opérations suivantes,
ça peut poser souci. Je vous montre un exemple très concret. Je vais revenir ici dans l'outil de lissage, donc je modifie la fonction, et là j'ai donc ces opérations, connecter la base avec le haut et tout. Et là je peux changer les opérations, par exemple, vous voyez ici, changer un petit peu la forme de cette espèce de luminaire. Et je vais aller, vous voyez déjà même là il dit « Ouh là là, c'est dangereux ». Bon allez, je m'arrête un peu limite, comme ça je peux évaser les choses. Je dis « Bah nickel », je fais OK, je valide. Fusion est en train de recalculer et là, j'ai un avertissement, une erreur, congé 1, congé 3. Et vous voyez, il m'a mis ici en erreur, eh ben, typiquement un congé et un autre ici. Alors là, en erreur un peu moins importante, mais l'erreur rouge, pour dire que là, le congé qui était sur le dessus ici, il n'a pas pu le refaire. Donc, attention à ça. Quand vous modifiez les choses dans le passé, ça a un impact forcément vers le futur. Donc bref, essayez de comprendre cette ligne de temps, faites-vous des projets très très basiques, modifiez les valeurs, mais c'est un outil qui est ultra puissant. Attention toutefois à pas faire n'importe quoi, ça pourrait casser, je dirais, des opérations et donc abîmer, entre guillemets, votre design. Pour le 16e point, je vais vous parler d'un outil qui est souvent négligé au début, ce qu'on appelle les plans de construction. C'est le gros bouton qui se trouve ici et dedans, il y a plein de plans de construction. C'est quoi un plan de construction? C'est un espèce de plan virtuel sur lequel on va pouvoir accrocher des opérations, principalement des esquisses. Pas que ça, mais très souvent des esquisses. C'est-à-dire que là, j'ai, je sais pas moi, un carré qui est en bas, je voudrais avoir une esquisse un peu plus en décalé en hauteur pour, par exemple, la connecter, un peu comme le vase à côté, enfin le vase, le luminaire, avec éventuellement une fonction de lissage. Le problème, c'est comment je fais pour créer quelque chose dans le vide. Il n'y a pas moyen dans Fusion. Et c'est pour ça que vous pouvez passer par ce menu construction, plan de décalage, vous voyez, il y en a plein, un plan tangent, milieu entre deux éléments, il y a vraiment plein de fonctions. Là, je vous montre juste le concept, plan de décalage, et je peux choisir un élément déjà existant, donc là, il va y avoir d'autres faces, tout ça, des plans existants, ou par exemple cette esquisse ici, et là, il y a une petite flèche qui apparaît, et je vais pouvoir décaler et dire ce plan, je voudrais donc qu'il soit à 80 mm au-dessus de l'autre. Et à partir du moment où j'ai ce plan de décalage, je vais pouvoir créer, par exemple, une esquisse, vous voyez, en cliquant dessus, comme si je survolais, vous voyez, un plan d'origine, eh ben, je peux cliquer dessus et automatiquement, mon esquisse est faite. Si maintenant, je prends au pif, peu importe, mon outil cercle, je le valide. Vous voyez que le cercle a été créé directement sur ce plan de construction. Et les plans de construction, c'est comme des esquisses. Une fois qu'on l'a utilisé, ça disparaît. Mais dans le navigateur, vous les retrouvez ici. Et vous remarquez, j'en ai qui s'appelle plan supérieur. On le retrouve, vous voyez, je l'affiche ici. Et ben pour ce modèle-là, j'ai pu comme ça définir pour l'esquisse du dessus une hauteur. Ce qui veut dire qu'à n'importe quel moment, je peux modifier directement ce plan de construction. Je veux pas qu'il soit à 120, mais par exemple, je sais pas moi, 180 de hauteur. Donc il est beaucoup plus haut. Je l'ai modifié. Et automatiquement, il m'a remis à jour la position de l'esquisse sur laquelle c'était accroché et toutes les opérations suivantes se sont mises à jour. Donc c'est aussi pour ça que c'est très pratique, car on peut les modifier dynamiquement et avoir des designs à des hauteurs ou des positions ou des orientations vraiment différentes. Donc n'hésitez pas à creuser ce point-là, c'est un outil qui est ultra puissant et qui est pas si compliqué que ça à utiliser. Pour le 17e point, il est tout à fait basique, pas obligatoire, mais je vous le conseille, surtout si vous commencez à faire des projets un petit peu complexes, c'est de nommer, et oui, pensez à nommer autant vos esquisses, les corps, alors on l'a pas vraiment vu dans cette vidéo-là, mais les composants, voire même des opérations clés dans votre historique. Vous voyez sur le côté pour ce luminaire, si on regarde bien les corps, j'ai nommé base, j'ai nommé luminaire, les esquisses, j'ai celle de fondation, vraiment le point de départ, l'esquisse supérieure, la base au niveau de la lampe, la découpe au niveau du câble. Comme ça, très rapidement, on va pouvoir retrouver les choses. Mais comme je disais il y a quelques instants, aussi dans l'historique, on a moyen de renommer des choses. Par exemple, ici, j'ai une extrusion qui sert à faire la découpe pour le passe-câble. Eh ben, je peux faire un clic droit, renommer, et là, hop, je peux comme ça la renommer. C'est-à-dire que quand je survole les opérations, vous voyez, cette opération s'appelle passe-câble, alors qu'avant, le chanfrein s'appelle chanfrein 2. Aucune idée d'à quoi il sert. C'est le chanfrein que j'ai inséré juste avant, donc pour vous montrer qu'on pouvait donc dans l'historique insérer des opérations, mais pour dire voilà, ça vaut le coup. Alors l'historique, vous n'êtes pas forcément obligé de toujours tout nommer systématiquement, mais si vous avez des points clés, des opérations, vous savez que vous êtes amené à souvent les modifier, surtout si des fois des opérations qui s'enchaînent. Là, j'ai par exemple deux congés les uns après les autres. Des fois, on en a 4, 5, 6 qui peuvent arriver, et donc retrouver quel est le bon, ça vaut le coup de le modifier.
Maintenant, c'est encore toujours la même chose. Si c'est pour faire une opération, un modèle 3D très rapidement comme ça, à l'arrache, désolé du terme, c'est pas très grave. Mais si vous savez que c'est un modèle, vous allez travailler avec d'autres personnes, vous allez le partager avec la communauté ou avec une équipe, ou vous allez revenir très souvent dessus ou plus tard dans le temps, ça vaut le coup de perdre 30 secondes à nommer les choses que de se retrouver à chercher à droite à gauche et finalement perdre beaucoup plus de temps. Pour le point suivant, on va voir un petit peu comment on trouve l'axe ou le plan pour faire, je sais pas, une copie circulaire ou un plan de symétrie. Des fois, on est un petit peu perdu avec les lettres, vous savez, les axes X, Y, Z et ce genre de choses. Donc là, exemple, je vais aller dans créer, réseau circulaire et je vais faire une copie de ce filetage circulaire autour de l'axe central, autour de ce cylindre. Donc là, j'ai choisi l'objet et là, il va me demander l'axe. Alors, ça tombe très bien dans l'outil, il vous affiche les plans, on va dire, de travail au niveau de l'univers, les différents axes. Donc très rapidement ici, je peux cliquer sur l'axe vertical, ce que je vais pas faire maintenant, et ça va me faire ma copie. Mais il y a un autre moyen, c'est d'aller ici au niveau des origines, qui sont cachées par défaut, et ben je vais avoir les axes X, Y, Z, des plans et tout. Oui, mais là, moi j'ai pas des lettres, je sais pas lequel ça va être. Et donc le petit truc, c'est que vous avez ici dans le cube de navigation là-haut, eh ben, les axes qui apparaissent, vous voyez, l'axe vertical, c'est le Z, sur le côté, c'est l'axe X, et donc la profondeur, ça va être le Y. Et ben on retrouve les lettres. Ça veut dire que là, moi, c'est l'axe vertical, c'est le Z, et je vais pouvoir cliquer sur le Z ici, et vous voyez, il m'a fait directement, comme ça, la copie autour de l'axe vertical. Bien évidemment, c'est pareil pour les plans. Là, j'ai un plan X et Z pour le plan de face avant. Et ben si je vais là, on retrouve ici X, Z. Dans le cas, par exemple, donc des symétries. Donc, gardez en tête ce petit vieux cube. Il peut servir à la navigation, mais aussi à vous indiquer quels sont les plans et les axes, on va dire les lettres qui correspondent. Comme ça, maintenant, vous n'aurez plus de surprise. Pour le 19e point, quelque chose peut-être évident pour certaines personnes, mais pas pour d'autres, c'est que des fois, on a envie de supprimer des morceaux, si on peut dire, sur un modèle. Là, ici, donc sur cette base de luminaire, j'ai fait une découpe de part en part. Et puis, je me suis rendu compte que finalement, qu'un seul passage de cap, ça pouvait suffire. Le côté symétrique n'était pas forcément utile. Donc, pour ce faire, la première solution, c'est de revenir éditer les esquisses, désélectionner les extrusions négatives, etc. Ou la solution relativement simple, c'est que vous avez moyen de sélectionner par exemple les faces. Ici, donc cette ouverture-là, je sélectionne donc les faces donc de mon congé et donc du perçage que j'ai fait, et j'appuie simplement sur la touche supprime du clavier. Et automatiquement, Fusion va reconstruire la forme qui va se trouver en dessous en enlevant les différents éléments. Dans l'historique d'ailleurs, il vous a rajouté ici une opération d'effacement de face. Donc n'hésitez pas à faire ça, ou là par exemple le trou qui me sert plus à rien, je sélectionne le contour, supprime, et là, j'ai récupéré finalement ma forme avec l'opération finalement initiale, maintenant qui est devenue partielle. Attention toutefois, en supprimant les choses, du fait que c'est un historique, si je modifie mes rayons, etc., donc des autres formes qui se trouvent ici, ça va mettre à jour dans l'historique donc ce que je viens d'effacer, pour ensuite l'effacer une nouvelle fois. La petite subtilité, c'est que si mes opérations que je modifie dans le passé modifient les possibilités de sélection dans le futur, c'est-à-dire qu'il n'y a plus 3 faces à sélectionner, peut-être 4 à cause d'une découpe entre les deux, c'est possible que votre sélection de suppression soit plus la bonne et donc ne marche plus ou soit en erreur ou ne marche que partiellement. Donc attention à ça, mais c'est un outil. Vous faites notamment de la recherche de forme, faut pas hésiter à l'utiliser. Et enfin, pour le 20e point, pareil, assez important, parce que j'ai fait plein de fois l'erreur avant de trouver la fonctionnalité, c'est que là, au niveau de mon luminaire, c'est bien gentil, mais la base, par exemple, je l'aime pas du tout, je voudrais la supprimer pour la refaire. Alors, on pourrait débattre pendant longtemps, normalement il aurait fallu faire des composants séparés, voire modéliser à part et tout, c'est pas le sujet. Mais là, voilà, j'ai donc ces deux corps, ces deux objets, la base et le luminaire. Et la base me convient pas. J'appuie sur supprime sur le clavier, et là, il me dit, attention, supprime définitivement, ça peut être dangereux et tout. Je peux supprimer l'objet, et là, pof, il m'a modifié l'historique, et j'ai des trucs qui ont changé, des machins et tout. C'est pas bon du tout. Donc là, c'est une erreur. J'ai fait un CTRL-Z pour annuler l'opération. C'est une erreur qui arrive très très souvent. Donc, on ne supprime pas des corps au niveau donc de vos créations. Vous allez faire une autre opération, clic droit. Et là, vous avez supprimé qu'on a fait. Vous avez juste en dessous retirer. Je clique dessus. Et là, il m'a rajouté un élément dans l'historique pour dire là, l'objet, entre guillemets, je l'ai caché. L'intérêt,
c'est que toutes les étapes de construction nécessaires à cet objet-là, elles sont toujours présentes dans l'historique, elles sont toujours modifiables. Ce qui veut dire que si j'ai des éléments, par exemple, je sais pas, une esquisse qui est commune entre les deux, ou des opérations de connexion, peu importe, et ben là, si je modifie à la base dans le passé, ça va tout remodifier, puis masquer l'objet. Donc ce sera invisible pour vous, mais surtout vous allez garder la construction de votre objet. Donc ça c'est un peu plus technique, mais vous allez souvent faire des erreurs, vouloir supprimer des objets. Retenez bien ça, on ne supprime pas des objets, on va les retirer finalement de votre conception, en fait en les masquant, si on peut dire. Ou bien sûr, rien ne vous empêche de cliquer sur le petit œil pour les rendre invisibles, mais quand on sait que c'est définitif, entre guillemets, on va le retirer. Donc voilà pour ce 20e truc et astuce. Et on a fini pour cette longue liste au final de tous ces trucs et astuces. J'aurais bien voulu savoir avant de me lancer dans Fusion, surtout vraiment quand on découvre le logiciel. Et là, je vais attaquer déjà le premier bonus. Premier bonus, c'est plutôt des conseils en fait, y compris donc le deuxième. C'est déjà soyez curieux et curieux. Vous êtes devant Fusion, il y a des boutons dans tous les sens, il y a pas mal d'outils. Vous allez voir que rapidement, on bosse quand même très souvent avec les mêmes outils en fonction de vos habitudes de travail. Là, pour montrer un exemple très très concret, c'est que j'ai pris un cercle et je prends l'outil extrusion. L'outil extrusion, en règle générale, on fait quoi? On va cliquer, on va monter en négatif ou positif. Voilà, c'est souvent l'opération. On va valider, on fait OK et on passe à l'étape suivante. Mais, et là vraiment le point important, c'est vraiment d'être curieuse et curieux sur ce que vous allez faire, dans le sens où, regardez, je réédite mon outil d'extrusion, voilà, je reviens dans l'outil, bon, hormis la valeur numérique. Mais déjà, constatez une chose, la petite poignée, on l'a vu ici, mais il y a une espèce de petit manipulateur au-dessus. Bah, cliquez dessus, regardez ce qui se passe. Oh, je peux changer comme ça la forme. Mais c'est génial, ce truc. Donc, vous voyez, je peux comme ça, directement, changer cette valeur. J'appuie sur Entrée, je reprends le cercle au-dessus, je reprends l'outil extrusion, je peux extruder, et là, directement, je peux continuer et changer la valeur et faire une espèce de poulie circulaire ou quoi que ce soit. Quelques petits congés par-ci, par-là. Donc, en restant dans l'outil, finalement, on a pu faire autre chose qu'une extrusion verticale. Mais il y a d'autres choses qui sont intéressantes. Regardez, je prends le cercle sur le dessus, je reprends l'outil extrusion, et c'est ça justement qui va être important, c'est que il y a ces manipulateurs ici, mais vous avez dans la palette ici pas mal de petits boutons, des menus déroulants. Alors des fois, ça fait un petit peu peur parce qu'on n'ose pas trop cliquer. Il n'y a pas de risque. Au pire des cas, faites une erreur, vous annulez votre opération ou vous faites une annulation avec le CTRL Z pour revenir en arrière ou commande Z sur Macintosh. Et là, regardez ici, là, j'ai par défaut l'extrusion de base. Mais là, on a l'extrusion fine. C'est quoi l'extrusion fine? Eh ben, je clique dessus et je regarde ce qui se passe. Je décale, oh, ça m'a fait une épaisseur. Mais c'est génial, ce truc. Et puis en dessous, on a des valeurs. Par exemple, l'épaisseur de l'extrusion fine. C'est pas 1 millimètre, par exemple, c'est 2 millimètres. J'ai changé la valeur. Et c'est pareil, je peux aussi changer, voilà, le résultat comme ça ici, donc en quelques clics, et puis je peux continuer. Donc là, je valide, petite parenthèse, je n'ai plus qu'à rajouter ici, hop là, un congé à cet endroit-là, je valide, et je ne fais pas proprement, c'est volontaire, j'en fais un autre comme ça en dessous ici, voilà. Et puis, j'ai fait un coquetier en quelques minutes avec cet outil d'extrusion, sans forcément faire des esquisses très compliquées ou des révolutions, ce genre de choses. C'est pas très joli, mais pour dire que on peut comme ça faire des choses. Mais on peut continuer. C'est-à-dire que là, je reprends l'outil d'extrusion, et là, vous avez d'autres choses. Par défaut, c'est une distance. On peut faire vers l'objet, on peut faire tout. Mais aussi, on peut faire le démarrage. C'est le plan de contour, ma sélection. Mais je peux très bien le décaler et dire, je voudrais décaler mon démarrage d'extrusion, par exemple, à 10 mm au-dessus. Voilà. Et maintenant, je peux faire ma distance, par exemple, de 5 mm. Et vous remarquez que j'ai fait mon extrusion et décalé sur le dessus. Donc, vous voyez, le fait de regarder un peu ce qui se passe là-dedans, on peut découvrir des choses. Et l'outil extrusion lui-même, qui est un outil très basique au premier abord, peut devenir ultra puissant parce que vous avez été curieux et curieux de voir qu'est-ce qui se passe dedans. Et en fonction de ce que vous faites, vous voyez direction un côté, deux côtés, les options vont changer dynamiquement à l'intérieur. Donc vraiment, n'hésitez pas. Ce qui veut dire que des fois, avec une seule esquisse, on peut faire pas mal d'objets différents avec des décalages, des formes, juste avec l'outil extrusion. Bref, gardez ça en tête. Vous êtes dans un outil. N'hésitez pas à regarder les différentes options, ces manipulateurs. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Et vous allez voir que très rapidement, ça va vous donner des outils beaucoup plus puissants sans que ça soit forcément beaucoup plus compliqué. Et enfin, le dernier bonus qui pour moi le plus important au niveau de cette vidéo, les trucs et astuces, les machins, tout ce que vous voulez, c'est plutôt de
vous dire qu'est-ce que l'on veut faire avec Fusion, et surtout si vous êtes dans l'âme plutôt quelqu'un qui aime la création, qui veut faire des objets, que ce soit du design, que ce soit du fonctionnel, ne rentrez pas dans la strictitude. C'est un mot que j'aime bien utiliser, qui est pas forcément très très français, mais les logiciels de conception comme Fusion, normalement, il faut être très très carré sur la façon dont on va construire justement ces conceptions, avoir des objets externes, les composants, avoir une ligne de temps la plus courte possible, la plus optimisée, avoir ces contraintes, des éléments que je parlais dans les points, on va dire avant. Tous ces éléments-là, bien sûr, ils sont très importants. Mais le plus important, c'est le résultat que vous allez avoir, qu'est-ce que vous voulez obtenir, et surtout vous dire, est-ce que je veux vraiment être dans la perfection ou je veux avoir mon résultat et avoir quelque chose entre les mains. Et ça, c'est un truc que j'ai constaté tout au long de mon expérience de formateur, de créateur moi-même. Moi, ce qui m'importe, c'est vraiment d'avoir quelque chose entre les mains, le meilleur résultat possible, et me dire, si c'est bien, c'est très bien, je passe à autre chose. Ou si c'est pas bien, je vais le modifier. Mais plutôt je vais l'avoir entre les mains, plutôt je vais le comprendre et voir qu'est-ce que je dois modifier. Et ça, surtout quand on commence, il y a tellement de choses à apprendre, à découvrir au niveau du logiciel, qu'on peut se perdre finalement dans les outils, les machins, les options. Ah oui, on m'a dit qu'il fallait absolument que mon esquisse soit hyper contrainte et mes cotations, mes formules mathématiques parfaites et tout. Si vous faites un truc une fois pour toutes, ça sert pas à rien, mais c'est pas indispensable. Ne vous perdez pas dans le côté strict, des fois nécessaire, et qu'on voit dans des tutos et des formations, par rapport à justement le but final. Le but final, c'est le résultat. Et là, je vous montre donc au niveau de l'écran un exemple très concret. Modèle que j'ai modifié, que j'ai créé, que j'ai designé. Donc c'est des arches LED doubles. Il y a le tuto sur ma chaîne YouTube. Donc il y a vraiment toutes les explications pour les faire. C'est un modèle que j'ai vraiment adoré faire. Mais ce modèle, à aucun moment, mais vraiment, à aucun moment, j'ai essayé d'être strict. Je voulais juste faire une recherche de design. Le premier modèle, le premier prototype, je crois que je l'ai fait en, je sais plus, une demi-heure ou une heure. Par contre, il n'y a rien de paramétrique, rien de modifiable. C'est-à-dire que si je veux dire, je voudrais une largeur plus large ou plus haute ou quoi que ce soit, il faut que je refasse tout. C'est catastrophique pour quelqu'un qui fait de la conception. Mais moi, en tant que designer, si je sais un peu jouer sur les mots, peu importe, je voulais mon résultat. Et si on regarde au niveau donc de tout ça, j'ai qu'un seul composant, j'ai pas plusieurs composants. Regardez ma ligne de temps. C'est-à-dire, oui, elle est complète et tout. Sauf que si je m'amuse à déplacer la ligne, regardez la ligne historique, regardez la longueur de ce qu'elle fait. Et regardez des fois, ici, j'ai des erreurs sur des esquisses, j'ai des erreurs sur des congés, et comme ça, je peux continuer. Regardez la longueur du bazar. C'est catastrophique, si on peut dire. Quelqu'un qui est un professionnel va se dire « Ah, mon Dieu, c'est horrible !» Je vais vous dire, au final, je m'en fiche complètement. Le plus important pour moi, c'est d'avoir ces arches LED, et j'ai pu les imprimer, j'ai pu les assembler et les utiliser. Et même partager les modèles 3D. Notamment, c'est dans la Litchi Librairie ou alors sur Culte 3D. Bref, j'ai mis les liens en description si vous voulez les voir. Mais pour vous dire que contentez-vous d'arriver le plus vite possible au résultat. Et une fois que vous aurez le résultat, vous allez plus facilement affronter la création de modèles plus stricts. Moi, je vous le cache pas, en fonction des besoins que j'ai, quand je sais que je vais modifier, éditer, je vais être beaucoup plus strict. Mais si je fais qu'une recherche de forme pour imprimer pour une seule fois mon modèle, j'ai envie de vous dire, je m'en fiche complètement d'être ultra strict. Je regarde juste des trucs stricts, par exemple, dans le cas où je sais que je vais peut-être avoir des assemblages à faire avec des tolérances. Et me dire la tolérance, peut-être je vais devoir réimprimer, changer la tolérance. Donc essayez d'anticiper qu'est-ce qui va être important, qu'est-ce que vous allez sûrement modifier ou pas. Si vous savez que vous allez modifier, essayez d'être un peu plus strict. Si vous savez que c'est que du visuel et puis ça s'arrête là, voilà. Et des fois, il faut savoir que sur des projets simples, ça prend plus de temps d'être strict depuis le début pour faire l'objet que d'être pas strict, avoir l'objet, puis on se rend compte que c'est pas bien et de le refaire mieux dans ces cas-là une seconde fois parce que vous allez plus dans le visuel et la conception. Donc vous voyez, c'est beaucoup de blabla. Mais gardez vraiment en tête ce point-là en fonction de vos besoins. Maintenant, vous faites de la pièce industrielle qui va être usinée au 10e ou 100e de micron près pour des besoins de répétition et tout. Là, vous n'aurez pas le choix. Mais vous faites de l'impression 3D, du design, de la pièce pratique, fonctionnelle, je sais pas moi, un porte-casque, un porte-téléphone, je sais pas, des étagères ou n'importe quel truc. C'est pas grave, faites-vous plaisir et ça c'est vraiment le plus important. Donc voilà pour conclure cette longue vidéo finalement de tous ces petits trucs et astuces, informations, j'aurais bien voulu savoir quand je me suis lancé dans Fusion et encore j'en apprends
très très régulièrement. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas donc bien sûr à liker la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, surtout si vous voulez être au courant de ma future formation, de sa disponibilité, donc a priori au courant de l'été. J'ai pas mal de petits trucs et astuces pour vous accompagner au fur et à mesure, et le plus important c'est que vous kiffiez, j'ai pas d'autre terme, ce que vous faites en 3D, parce que à partir du moment où vous savez modéliser vos propres objets, vous allez voir que votre imprimante 3D, votre graveur laser, votre CNC prendra une dimension totalement différente que de télécharger des modèles que vous allez juste imprimer entre guillemets bêtement. C'est déjà génial, hein, bien sûr, mais d'avoir le contrôle, c'est super cool. Et Fusion, ça peut faire peur, mais il y a plein de choses finalement qu'on peut faire avec peu d'outils. C'est quand même assez cool là-dessus. Et quand on commence à maîtriser, et je parle pas d'un niveau professionnel, on peut aller super loin. Bref, c'est assez génial. Bref, n'hésitez pas, puis lâchez-vous en commentaire, n'hésitez pas à partager vos trucs et astuces aussi, pourquoi pas. Vous êtes content de savoir telle ou telle chose, ça peut faire l'occasion d'un volume 2 en vidéo un peu plus tard. Voilà, donc n'hésitez pas, les commentaires, et puis surtout, n'oubliez pas, le plus important, c'est d'être créatif. Allez, je fais des gros bisous. Bye bye.